Bonjour, donc moi je suis Anne-Cécile, une sage-femme de la clinique ici Saint-Pierre. Je travaille ici à la maternité et je vais vous présenter les premiers jours de bébé, le séjour à la maternité et le retour accompagné à domicile. Donc ici à la clinique Saint-Pierre, nous avons un plateau mère-enfant qui est composé donc du bloc accouchement, de la maternité, d'une unité koala, du centre néonatal et évidemment de la pédiatrie. Au niveau du personnel soignant, il est composé donc de sages-femmes, de gynécologues, d'assistants gynéco, d'infirmières de néonatologie, d'infirmières pédiatriques, de pédiatres, d'assistants pédiatres et de la TMS-ONE, qui est le travailleur médico-social de l'ONE. Voici une photo de l'équipe des pédiatres ici présents. Donc ici, à l'hôpital Saint-Pierre, on est un hôpital ami des bébés, donc c'est un label que nous recevons et qui est proposé tous les 4 ans, renouvelé tous les 4 ans. Nous venons d'être relabellisés cette année en 2019 en septembre. Ça nous permet donc d'avoir un état d'esprit par rapport à l'équipe qui est le même. On essaye de vous parler d'une même voix qui vous garantit un accompagnement donc de qualité au niveau maman, au niveau bébé et qui met l'accent sur l'accueil du nouveau-né, le maternage et l'allaitement maternel. Ici, donc, nous allons voir l'accouchement. Après, nous allons parler du pot à pot. Ensuite, de l'examen clinique, le séjour à la maternité, le koala et le centre néonatal, l'examen de sortie, et puis nous parlerons pour finir du retour accompagné au domicile. Pour l'accouchement, donc ça peut être un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne. Lorsqu'il est par césarienne, ça pourrait être une césarienne programmée qui a été décidée par le gynécologue en prénatal parce que le bébé était en siège et que le bassin au niveau de la maman, on a vu qu'il était un petit peu trop juste pour que le bébé puisse passer, ou ça peut être pour une autre indication. Et normalement, lors de ces césariennes programmées, le papa peut accompagner pour cette césarienne. Ce qui se passe, c'est que vu les circonstances actuelles avec le coronavirus, le problème, c'est que ici, pour le moment, le papa ne peut pas accompagner lors des césariennes, qu'elles soient programmées ou urgentes. Et donc, la maman descend en césarienne seule et sera remontée par la suite avec la sage-femme et le bébé, mais le papa devra attendre dans la chambre à la maternité. Il y a aussi donc des césariennes dites urgentes qui n'étaient pas programmées. C'était une maman donc, qui était en travail ici en salle de naissance. On a essayé que ça se passe par en bas. Finalement, pour une raison X ou Y, on a remarqué soit que le bébé n'arrivait pas à descendre ou que le bébé était un petit peu fatigué et avait besoin donc de sortir plus vite. À ce moment-là, ça sera une césarienne dite urgente. Et là, de toute façon, quoi qu'il en soit, le papa ne peut pas assister à la césarienne en salle d'opération. Ici, à Ottigny, donc nous avons la salle de naissance ici à côté de la maternité. Lorsqu'il faut une césarienne, elles ne se font pas en salle de naissance, mais au bloc opératoire au -1. En dessous, et donc pas sur le même endroit, pas sur le plateau ici du premier étage. Et donc parce que c'est là où se trouvent les salles d'opération avec les anesthésistes et le matériel nécessaire. Donc ici on voit une photo d'une salle de naissance ici à la clinique. Ici on voit quelques photos de bébés qui sont nés après l'accouchement, directement après, donc ces images peuvent être parfois un petit peu impressionnantes. C'était des photos pour vous expliquer qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et donc on voit une photo ici où on voit le bébé avec une couche blanchâtre sur sa peau. C'est ce que l'on appelle le vernix. C'est le bébé est couvert de cette substance in utero et qui lui permet en fait de garder sa peau telle qu'elle est intacte du fait qu'il soit en milieu aquatique. Et c'est pas quand il naît un petit peu plus tôt, donc vers 36-37 semaines, ils sont assez bien recouverts de cette couche qu'on appelle donc le vernix et qui protège sa peau, donc ce n'est pas à essayer d'enlever. Sur l'autre photo, on voit un bébé un petit peu avec du sang de la mère, mais c'est juste par le passage au niveau vaginal, mais il n'y a pas de problème.
La césarienne donc, se passe donc en salle d'opération au bloc opératoire. Ici, voici quelques photos avec le gynécologue qui donne le bébé alors à la sage-femme qui elle-même va sécher le bébé et le donner à la maman et proposer donc, si le bébé va bien, un pot à pot de 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'on recoue la maman. Ce bébé pourra être placé du coup en pot à pot, ventre contre la maman pour avoir le premier contact. Après, le bébé est pris en salle de réveil avec le pédiatre pour faire le premier examen. Et puis après, le bébé remonte avec le papa à la maternité. Et ce sera le papa à ce moment-là qui fera le pot à pot avec bébé en attendant que maman remonte. Ici, après l'intervention de la césarienne, une fois que la maman, l'opération aura été terminée, la maman sera alors transférée en salle de réveil où il faudra peut-être attendre 1 heure avant qu'elle puisse remonter. Et donc à ce moment-là, c'est le papa qui fait le pot à pot avec le nouveau-né. Le pot à pot, c'est donc une philosophie d'accueil du nouveau-né, quel que soit le mode d'alimentation choisi pour le bébé, que ce soit une alimentation artificielle ou maternelle, qui est proposée d'office par la sage-femme dès la naissance, en fonction de comment bébé se trouve par rapport à son adaptation ex-utéro. Il y a évidemment possibilité, et même c'est encouragé, de le réitérer à la maternité. Et lorsque le bébé se trouve à l'unité Koala ou au centre néonatal, il est même vivement conseillé lorsque le bébé est fragile. Pour les césariennes, donc le pot à pot se fera chez maman au moment de l'intervention, peut-être 10 minutes, 15 minutes, puis la sage-femme remonte avec le bébé et le papa. Le pot à pot sera alors pris en relais par le papa, et une fois que la maman remontera de salle d'opération, à ce moment-là, c'est la maman qui fera donc le pot à pot avec son bébé, et si c'est une alimentation maternelle, la première mise au sein se fera à ce moment-là. Pourquoi le pot à pot ? C'est une adaptation qui ferait que ça sera beaucoup plus doux pour le bébé de son milieu intérieur à extérieur. Le bébé se retrouve en contact avec sa maman, reconnaît les mouvements thoraciques, son rythme cardiaque, son odeur, dans un environnement qui est chaud et humide. Ce pot à pot aidera également à sa thermorégulation pour permettre donc de perdre le moins de chaleur possible. À ce moment-là, il y a également les échanges de regards entre maman, bébé et papa. La maman, bébé et papa se retrouvent ensemble. Généralement, se fait la première tétée à ce moment-là, tétée de contact de plaisir, qui peut être une tétée qui sera proposée chez les mamans qui ont quand même prévu un allaitement artificiel, mais qui peut être proposée pour une première tétée qu'on appelle alors la tétée d'accueil, et comme ça le bébé pourra avoir le colostrum et donc les anticorps pour l'aider au mieux par la suite. On voit ici le pot à pot avec maman après une naissance voix basse, le papa qui est à côté. On met un petit bonnet sur sa tête pour éviter les pertes de chaleur et un essuie par-dessus. Et ici, on voit la première tétée qui se fait à ce moment-là. Donc, généralement, après un accouchement voix basse, quand le bébé est bien adapté à la vie extra-utérine, que tout se passe bien, il va déjà être en recherche du sein, peut-être déjà 20 minutes à 30 minutes après la naissance. Ensuite, après ce pot à pot et cette première tétée qui seront faits en salle de naissance, aura lieu l'examen du bébé, et donc la sage-femme appellera à ce moment-là le pédiatre pour venir l'examiner. Et donc ici, on voit des photos d'un pédiatre qui fait tous les examens qui sont faits chez le nouveau-né. Ici, c'est une photo au niveau du cordon qui peut paraître fort impressionnant. La première photo, on voit donc qu'il est encore très très long. Évidemment, on va couper ce cordon plus court et on va d'abord, avant de le couper, mettre une pince pour bien comprimer et que les vaisseaux sanguins soient bien comprimés. Lors de grossesses multiples, le pot à pot est également possible et même conseillé. Ici, c'est un accouchement voix basse. Ce sera la même chose pour une césarienne. Après ce pot à pot et cette première mise au sein qui a peut-être duré 2 heures, plus après l'examen du pédiatre, on va également donc peser, mesurer le bébé à ce moment-là, le rhabiller,
s'occuper de maman, puis après on va transférer maman, bébé, papa à la maternité dans leur chambre. Donc ici, on voit les photos de chambre de maternité, photos de chambre privée. Donc ici, on voit une chambre à un seul lit, avec un coin bébé, avec une baignoire, avec un coin allongé pour pouvoir s'occuper de bébé. Et les chambres doubles, où les mamans sont l'une en face de l'autre. Il y a un petit coin ici avec une porte pour les bébés. Et de l'autre côté, une salle de bain avec une douche évidemment et une toilette. En ce qui concerne les papas, en chambre privée, les papas donc, sont la bienvenue évidemment 24 heures sur 24. Pour ce qui est des chambres communes, la nuit, malheureusement, le papa devra sortir puisqu'il y a possibilité que la chambre, enfin le lit d'à côté soit occupé. Ou sinon, il peut venir dès le matin jusqu'au soir. Donc les journées à la maternité sont surtout rythmées par le rythme de bébé. Et donc, c'est quand le bébé s'éveille, qu'il est en recherche du sein ou d'une alimentation artificielle, que c'est à ce moment-là que se fera les mises au sein. Pour le bain du bébé, nous ne faisons le bain qu'à partir du jour 2. Donc, l'accouchement, le jour de la naissance, est égal au jour 0. Et donc, le lendemain de sa naissance, on ne va pas les embêter, on ne va pas les baigner. Ça ne sera seulement 48 heures après leur naissance. Car on a remarqué que le bain était quand même un geste qui peut être agressif, où les bébés peuvent également avoir plus froid et donc perdre plus d'énergie. Donc, on préfère du coup les baigner seulement à partir du 2e jour. Et donc ici, on voit une photo d'une collègue qui montre le bain à la maman et au papa. Et donc justement, les papas, par rapport à cette photo, sont évidemment les bienvenus à la maternité pour pouvoir être là au moment des soins et pour pouvoir participer avec la maman aux soins de leur bébé. Une évolution normale par rapport au poids du bébé. Sur ce graphique, nous pouvons voir que ce bébé pesait à la naissance 3 kg 160. On voit qu'il y a une chute de poids qui est tout à fait normale. Un bébé peut perdre jusqu'à maximum 10% de son poids. Donc ici, dans ce cas de figure-ci, un bébé qui pèse 3 kg 160 peut perdre 316 grammes par rapport à son poids de naissance. Nous pesons le jour 0. Et normalement le jour 2. Nous ne pesons plus le jour 1 puisque nous savons que la chute de poids de toute façon sera encore présente le jour 2. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, au niveau de la situation par rapport au coronavirus, les mamans qui ont accouché voix basse sortent peut-être plus rapidement et ont plutôt un jour de sortie le jour 2. Donc on préfère pour l'instant peser quand même les bébés le jour 1 pour ne pas passer à côté de situations où il aurait déjà fallu agir avant le jour de la sortie par rapport à l'alimentation. En tout cas, sur ce graphique, nous voyons que ce bébé donc, perd encore du poids J2 et encore un petit peu J3, mais que c'est tout à fait au-dessus de ce qu'il pouvait perdre. Donc il n'y a pas de souci pour ce bébé-ci. Et alors, on évalue également la température du bébé qui sera prise plusieurs fois par jour pour voir que tout aille bien. Et donc cette évolution pondérale, comme je vous ai dit, donc la perte normale du poids d'un bébé est de 7 à 8%, de maximum 10%, et elle se fait en 3-4 jours. C'est tout à fait normal que les bébés perdent du poids, puisque ces bébés vivaient avant en milieu aquatique, entre guillemets, et donc quand ils naissent, sont beaucoup plus édémaciés. Ils doivent perdre un petit peu de cette eau, et donc de cette manière-là, ils perdent un petit peu du poids, et c'est tout à fait normal. Et donc peut perdre jusqu'à 10% de son poids. Maintenant, nous avons tous les dossiers qui sont donc informatisés, donc nous n'avons plus de graphiques papier, mais tout ça est informatisé. Nous allons voir ici tous les examens qui seront faits ou peuvent être faits au cours du séjour de maternité. Nous allons d'abord parler de la saturométrie, et puis des glycémies, de la jaunisse et photothérapie, des tests auditifs et du test de Guthrie. Pour la saturométrie, c'est une méthode qui est non invasive, indolore, qui va permettre de mesurer le taux d'oxygène dans le sang de votre enfant.
Il va se pratiquer au moins une fois sur le séjour et il se mesure au niveau du pied. Donc ça ne fait pas du tout mal, c'est un bracelet qui sera mis au niveau de son pied avec une petite lampe rouge et qui va permettre de voir le taux d'oxygène de votre bébé dans le sang. Les glycémies. Les glycémies, c'est la mesure du taux de sucre dans le sang de votre bébé. On devra réaliser ce test dans certains cas. Lorsque vous avez un diabète gestationnel, nous devrons surveiller le taux de sucre de votre bébé à la naissance parce qu'il a eu l'habitude d'être quand même immergé dans une ambiance avec une glycémie généralement un peu plus élevée. Et là, il va en une fois devoir se débrouiller tout seul puisqu'on a coupé le cordon. Donc, il n'a plus l'apport sanguin de votre part. Et donc, il devra se débrouiller tout seul pour maintenir cette glycémie. Et donc, on doit surveiller qu'il y arrive malgré tout. Et donc, on fait de petits tests à ce moment-là avec une petite pique dans son pied pour avoir une petite goutte de sang. Et notre appareil nous donnera le chiffre qui nous dira donc le taux de sucre dans son sang. C'est un test qui est également réalisé lorsque l'accouchement a été difficile, c'est-à-dire que que le bébé au moment de la naissance a eu une adaptation ex-utérine un petit peu compliquée. Comme on sait qu'il y a eu une petite souffrance au niveau du bébé, on veut être sûr qu'au niveau de son taux de sucre, il soit toujours bon parce qu'on sait que ces bébés-là ont dû déjà puiser dans leurs réserves au moment de cette souffrance, qu'elle soit en fin de travail ou qu'elle soit au moment de son adaptation extra-utérine. Son poids, on le réalisera également ce taux de glycémie lorsque le poids de bébé est inférieur à 2,5 kg ou supérieur à 4,250 kg, parce que ce sont également des bébés plus fragiles qui étaient nourris en continu avec maman, et là ils vont devoir se débrouiller en une fois tout seuls, donc on sait que c'est des bébés plus à risque et on préfère donc surveiller leur taux de sucre à ce moment-là. C'est un test qui est donc par la même chose, également fait chez ces bébés prématurés, puisqu'on sait que c'est également des bébés plus fragiles. Lorsque le bébé à la maternité présente également des signes de gênement ou de tremblement, on fera également ce test pour voir son taux de sucre dans le sang. Par rapport au suivi de la jaunisse, on a un appareil à la maternité qui s'appelle le BiliCheck qui va permettre d'estimer le taux de bilirubine dans le sang qui est en fait la jaunisse. Et grâce à cet appareil, en l'appliquant au niveau du thorax, on fait une petite pression, donc c'est un test tout à fait indolore. Il va nous donner un certain taux qui va nous dire si le bébé est à risque de faire une jaunisse ou pas. Par rapport au taux qu'on aura par la machine, on a des graphiques qui nous disent ici c'est un bébé à risque, on va devoir contrôler en sanguin par une prise de sang pour voir le dosage exact de bilirubine dans le sang. Et à ce moment-là, on voit ce qu'on doit faire. Au niveau du traitement de la jaunisse, ce traitement se fait par photothérapie qui se fait en chambre de la maternité avec la maman, où il y a des lampes en dessous et des lampes au-dessus. Le bébé aura le plus donc, de la partie de son corps à la lumière, et donc pour ça, il a un petit linge, mais c'est tout. Mais comme les lampes sont chauffantes, il n'a pas de risque de se refroidir, mais on contrôle également la température qu'il fait en dessous. Et on mettra également des petites lunettes pour couvrir les yeux de bébé pour protéger aux lumières UV. Il y a également le dépistage auditif qui se fera à la maternité, qui se fait donc par le service ORL qui vient en chambre. Le test de Guthrie, qui est un dépistage de maladies rares, des maladies métaboliques, endocrinologiques ou génétiques, qui sont réalisés chez tous les bébés. Ici il y a une erreur sur le PowerPoint parce que ça vient de changer, mais à partir de 48 heures de vie de votre bébé, on peut déjà dépister, on peut déjà faire ce test jusqu'à maximum 120 heures. Et donc ce test est réalisé donc à partir du 2e jour et peut être réalisé jusqu'au 5e jour. Il sera envoyé dans un laboratoire spécialisé. Nous travaillons avec le laboratoire de Saint-Luc. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc si dans les 2 semaines après ce test, vous n'avez pas eu de nouvelles, vous considérez ce test comme très bon, où il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, le laboratoire qui a pris en charge le test téléphonera à la clinique Saint-Pierre à Ottignies
aura un pédiatre en ligne et ce pédiatre du coup vous retéléphonera et alors il faudra faire une prise de sang plus poussée au niveau de votre bébé par rapport à la maladie qui a été dépistée avec le test. Ce test se fait généralement par prise de sang au niveau du bébé. Lorsque c'est un allaitement maternel, on le fait lorsque le bébé est au sein. C'est beaucoup moins douloureux pour lui. Et si maintenant c'est un allaitement artificiel, on essaiera d'attendre que ce soit le moment de son biberon pour pouvoir faire la prise de sang. Parfois, on peut également le faire au niveau du talon, mais chez nous, à la clinique Saint-Pierre à Autigny, on le fait plus facilement par prise de sang. Maintenant, je vais vous parler de l'unité Koala, qui est une unité qui est intermédiaire entre la maternité et la néonatologie. Cette unité se trouve également au premier étage. Ce sera les sages-femmes qui s'occuperont de vous si vous devez vous y rendre dans cette unité avec votre bébé, ou bien les infirmières du centre néonatal. C'est une collaboration entre les deux équipes. Et donc, c'est nécessaire pour des nouveau-nés qui auraient besoin d'une surveillance plus accrue qu'en maternité, mais qui ne nécessitent quand même pas une prise en charge du niveau du centre néonatal. Donc, on va retrouver dans cette unité au Koala des bébés avec un terme nés donc entre 35 et 37 semaines, ou qui auraient un poids entre 1,9 kg et 2,4 kg, ou qui aurait un problème d'hypoglycémie, donc d'un taux de sucre dans le sang qui soit trop bas au moment de la naissance, ou un bébé qui aurait eu une adaptation néonatale immédiate qui aurait été difficile, mais qui se serait stabilisée dans les 2 heures de vie. On préférera alors mettre ces bébés avec leur maman en unité Koala pour qu'ils soient mieux surveillés qu'en maternité. L'avantage principal de cette unité, c'est que la maman reste avec le bébé dans la chambre et le papa est là comme accompagnant. Les chambres Koala ressemblent vraiment très fort en fait aux chambres de maternité. Ce qui est différent, c'est que ces bébés seront suivis par monitoring. Et donc c'est la petite télé qu'on voit ici au-dessus dans la chambre. Ici c'est une chambre privée, là c'est une chambre commune. Et donc il y a chaque fois un monitoring pour chaque bébé. Et donc il y aura une surveillance de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire et de la saturation en oxygène du sang du bébé, dans le sang du bébé, qui seront faits en continu. Ce monitoring est raccordé à ce moment-là au centre néonatal et l'infirmière de néonat a accès et voit donc ces monitos en continu et donc peut se rendre, lorsqu'il y a une alarme, peut se rendre directement dans la chambre pour voir ce qui se passe. Donc, cette unité Koala, on y retrouve donc des bébés plus fragiles et donc pour cette raison-là, il y a des conditions à respecter pour les visiteurs. Dans ce cas-ci, puisque nous sommes toujours dans la situation du coronavirus, les visites de toute façon ne sont pas autorisées. Il n'y a que le papa qui peut être présent et on préfère que ce soit à la maternité ou dans cette unité Koala que le papa reste le maximum en chambre et donc évite les va-et-vient de retour à la maison maternité ou retour à la maison unité Koala. On préfère qu'il reste 24 heures sur 24 avec maman et bébé dans le service. Mais lorsque nous ne sommes pas en situation de coronavirus en fonction de comment la situation évolue et que les visites pourraient être réaccordées, à ce moment-là, il convient que les visiteurs aient un lavage obligatoire des mains avant d'entrer en chambre, que ces visites sont limitées et se passent entre 14h et 16h ou entre 18h et 19h45, maximum 2 personnes à la fois pendant maximum 30 minutes. Pas d'enfants en dessous de 12 ans, sauf s'il s'agit des frères et sœurs du bébé et qu'ils ne sont évidemment pas malades et ne pas se présenter dans l'unité en cas de maladie. Donc ici, vu la situation, je le répète, par rapport au coronavirus, les visiteurs sont interdits. Maintenant, nous allons voir le centre néonatal. Et donc, un bébé qui devrait être accueilli au centre néonatal sera d'abord accueilli initialement sur une table chauffante, comme ici sur la photo. Ici, nous voyons un bébé sous surveillance au centre néonatal sur cette table chauffante. Et donc, nous voyons ici la petite télé qui est donc le monitoring. Et on voit ici, sur ce bébé, c'est
le bracelet dont je vous parlais avant, qui mesure donc la saturation en oxygène de votre bébé. Et donc, sur le monitoring, ça nous permet de nous donner donc le chiffre à combien le bébé se trouve. Ici, nous voyons qu'il a un brassard qui va mesurer sa tension, qui va être également raccordé au monitoring et qui nous donnera la valeur. Nous avons également les électrodes qui sont placées sur le ventre de bébé, qui sont raccordées également au monitoring et qui nous donneront la fréquence cardiaque de bébé ainsi que la fréquence respiratoire. Ici, la petite main de ce bébé est donc emballée dans un bandage, mais en fait c'est là où se trouve la perfusion de ce bébé. Pour éviter qu'il n'arrache cette perfusion, nous emballons donc dans un petit bandage. Et ce bébé ici est également à une sonde gastrique, parce que ici, donc ça a l'air d'être un bébé qui est né prématurément, et donc au niveau de l'alimentation, ce bébé n'est pas encore suffisamment à terme pour pouvoir se nourrir suffisamment tout seul et avoir les apports qui lui conviennent. Et donc, ce bébé va être, peut-être en plus du sein, va devoir être nourri par la sonde gastrique, ce qui lui demandera beaucoup moins d'efforts. Ici, on voit la photo donc d'un bébé qui est en couveuse et qui doit également avoir les lampes de photothérapie pour sans doute donc une jaunisse élevée. Et donc, on peut faire cette photothérapie pour les bébés qui sont sous couveuse également. Donc, ici, nous voyons une photo d'un bébé qui est nourri donc avec sa sonde gastrique où la maman donc donne son lait dans la seringue et donc par gravité, le lait s'écoule et va directement dans son estomac. Parce que c'est un bébé, donc il faut s'adapter au niveau des compétences du bébé. Et donc un bébé fort fatigué qui a peut-être été au sein, qui est arrivé, mais comme il est trop faible, il faut lui augmenter les apports et lui donner un petit peu plus parce qu'il n'a pas d'énergie suffisante comme un bébé à terme qui pourra se nourrir tout seul. Il faut l'aider. Pour les jumeaux, au centre néonatologie, nous essayons évidemment de les garder le maximum à 2 dans un même petit lit. Et donc on voit ici sur la photo qu'il y a 2 monitorings. Donc il y a bien 2 bébés dans le lit. Les chambres de néonatologie, où à ce moment-là, ce sera le parent qui deviendra accompagnant. Et donc maintenant, une fois que le bébé est devenu plus stable, n'aura plus besoin d'être sur la table chauffante comme sur la photo qu'on a vue avant. Et donc pourra se retrouver dans un petit lit, de nouveau toujours accordé au monitoring. La maman devient accompagnante et donc le fauteuil que l'on voit ici dans la chambre peut être transformé en lit pour que la maman puisse se reposer et dormir ainsi que le papa. Nous avons également donc des chambres communes en néonatologie pour la possibilité d'avoir 2 bébés ou s'il s'agit de jumeaux. Maintenant, nous allons voir l'examen de sortie lorsque votre bébé et vous-même pouvez quitter la maternité. Et donc à ce moment-là, le pédiatre revient voir votre bébé et va refaire donc tout un examen approfondi de votre bébé pour être sûr que tout se passe bien et qu'il peut rentrer à la maison. Et le pédiatre vous rendra un rapport avec tout ce qui s'est passé lors de sa naissance, de tout ce qui s'est passé à la maternité, de tous les tests qui ont été faits. Avant, tout ça a été noté dans le carnet de l'ONE, mais maintenant vous allez recevoir un support écrit informatisé qui sera imprimé par le pédiatre et qui sera la lettre de sortie à donner aux personnes qui viendraient voir votre bébé ou que ce soit avec un pédiatre externe à la clinique pour connaître un petit peu les antécédents et comment s'est passé l'accouchement de votre bébé. Nous allons maintenant parler du retour à domicile. Lorsque vous allez rentrer à la maison, donc il y a les sages-femmes qui vont venir vous voir dès le lendemain de votre sortie. Nous sommes 8 sages-femmes de l'équipe, sur une quarantaine de sages-femmes, qui pratiquons donc ce retour à domicile. Donc il sera possible que vous voyez plusieurs sages-femmes que vous auriez déjà rencontrées à la maternité ou en salle de naissance.
Donc sur cette dia, on voit un petit loulou qui est rentré à la maison. On pourrait croire qu'il est rentré en hiver et que c'était le mois de décembre, ce qui est sans doute le cas. Mais c'est pas, enfin, cette photo, on l'a mise parce que souvent, lorsque vous retournez à la maison, les bébés chutent un petit peu au niveau de leur température. Parce qu'à la maternité, il fait quand même assez chaud. Et avec le soleil qui donne pour l'instant, c'est vrai que dans les chambres, on peut parfois arriver à une température de 25-26 degrés dans la chambre à la maternité. Or, à la maison, on vous demandera d'essayer d'avoir une température dans la chambre de maximum 20 degrés. Que ça soit maintenant une chaleur naturelle, si vous habitez dans un appartement où il fait extrêmement chaud, vous ne savez pas faire autrement, ce n'est pas grave. Mais sinon, c'est de ne pas vouloir mettre une température telle que la maternité et de ne pas avoir une température de 25 degrés et ne pas mettre les chauffages. Ce qui va se passer, c'est que votre bébé va peut-être chuter un petit peu au niveau de sa température lors du retour à domicile, à savoir que le bébé doit avoir une température au niveau rectal entre 36,5 et 37,5. On peut également prendre la température en axillaire ou au niveau de la nuque. À ce moment-là, elle doit être entre 36 degrés et 37 degrés. Lorsque la température est un petit peu plus basse, il ne faut pas vouloir mettre les chauffages sur 5, mais c'est d'essayer de mettre des couches en plus à votre bébé, surtout mettre le bonnet ou de remettre un sac de couchage avec les bras intégrés ou de le prendre contre vous en peau à peau, c'est ce qui marchera le mieux pour augmenter sa température. Et donc ici, ce bébé, il est rentré à la maison et donc il est habillé de manière plus importante que lorsqu'il était à la maternité, mais c'est parce qu'il a eu un petit coup de froid et donc il faut qu'il se réhabitue à une nouvelle température. Le retour à domicile, lorsqu'on vient vous voir à la maison, qu'est-ce qu'on vient faire lorsqu'on vient chez vous. Donc on va s'occuper de maman, donc des soins qui devraient être faits chez la maman, de prise de tension, de regarder au niveau de l'utérus comment ça se passe, au niveau de la plaie s'il y a eu une épisio, une déchirure, on regarde de nouveau pour voir comment ça évolue. Et puis on va également donc regarder les seins, si c'est une alimentation maternelle ou artificielle, de voir s'il y a des petites plaies ou pas au niveau des mamelons. On va également s'occuper de bébé, de suivre sa courbe de poids en pesant votre bébé avec notre balance. On va suivre également son alimentation, si c'est une alimentation maternelle, on va essayer de voir donc une mise au sein. On va également voir si c'est une alimentation artificielle, revoir un petit peu avec vous la préparation des biberons. On va également donc venir en soutien par rapport à l'allaitement maternel, voir si vous avez des questions, etc. Et donc nous allons venir tous les jours, dès la sortie de la maternité, donc dès le lendemain de votre sortie à la maternité, et on viendra une fois par jour jusqu'au jour 5 inclus, voire plus si nécessaire. Et en tout cas, s'il y a besoin d'avoir un suivi en plus du jour 5, on va peut-être alors là vous proposer de faire suivre par une sage-femme indépendante. Et donc on vous proposera plusieurs noms et peut-être de les contacter pour pouvoir assurer la suite des séances à la maison. Savoir que ici, donc dans le cadre du retour à domicile de la clinique Saint-Pierre, nous voyageons dans un rayon de 20 km aux alentours de l'hôpital. Donc maintenant, si vous habitez Arlon, mais je ne pense pas que si vous habitez Arlon, vous allez venir accoucher à Outigny, mais on ne sait jamais, évidemment que la sage-femme ne va pas pouvoir aller faire sa visite jusqu'à Arlon. Et donc à ce moment-là, la sage-femme qui se sera occupée de vous à la maternité, le jour de votre sortie, si vous ne connaissez pas de sage-femme libérale, vous proposera à ce moment-là une sage-femme et la sage-femme de la maternité prendra contact avec cette sage-femme indépendante pour lui donner donc toutes les infos nécessaires pour la bonne prise en charge à la maison. Savoir que ce sont des soins qui sont remboursés entièrement par la mutuelle par rapport aux visites à domicile et il y a un forfait de déplacement qui est demandé par visite qui est de 5 € lorsque vous vous trouvez entre 0 à 10 km autour de la clinique et qui sera de 8 € par jour lorsque vous êtes au-delà des 10 km. Mais tout cela, vous ne devez pas nous payer le jour de notre visite, ça sera sur votre facture de l'hôpital bien sûr. À qui s'adresse ce service de retour à domicile? Évidemment, à toutes mamans qui ont accouché à la clinique Saint-Pierre d'Autigny. Si maintenant vous êtes une maman qui écoute ce PowerPoint et que vous allez accoucher dans un autre hôpital à Braine-l'Alleud, forcément que ce ne sera pas la clinique Saint-Pierre qui va venir chez vous à la maternité. Ce service s'applique également donc à toutes mamans qui ont une durée de séjour
donc classiques qui sortent donc avant le jour 5. Donc, généralement, la durée classique, elle est de 3 jours chez nous lorsque c'est un accouchement par voie basse. De nouveau, vu la situation par rapport au coronavirus, on propose des sorties plus rapides et donc ce sera plutôt une sortie proposée à jour 2 lorsque c'est un accouchement par voie basse, et lorsque c'est une césarienne, on vous proposera une sortie au jour 3. Bien sûr, tout cela lorsque tout se passe bien, aussi bien pour maman que pour bébé. On ne va pas vous faire sortir jour 2 alors que l'alimentation de votre bébé n'est pas encore bien mise en route et qu'il faut une plus grande surveillance qui sera beaucoup plus difficile à mettre en place lorsque vous serez à la maison. Donc ne vous inquiétez pas pour cela, c'est en fonction de comment vous vous sentez aussi par rapport à tout ça. Ce service peut également donc être proposé aux mamans qui, elles, ont fait le choix d'une sortie précoce et qui sortiraient également entre le J0 et le J1. De toute façon, nous passons dès le lendemain de vos sorties jusqu'au jour 5. Une sortie précoce qui serait prévue avant le jour 2 est idéalement préparée pendant la grossesse, mais peut quand même être prévue et envisagée au cours du séjour. Savoir qu'à ce moment-là, ça reste votre choix lorsque c'est avant le jour 2, qui doit être un choix éclairé, qui soit évidemment en accord avec le pédiatre, avec le gynécologue et avec l'équipe des sages-femmes. Cet accord sera basé sur des critères de sortie qui doivent être nécessaires, qui ont été réfléchis, qui sont communs à toute l'équipe. Et finalement, la décision finale sera donnée par le pédiatre du feu vert pour pouvoir sortir plus tôt. Lorsque nous venons vous voir à la maison, nous sommes toujours en collaboration avec la clinique et donc avec le pédiatre et le gynécologue qui vous suit. Si nous avons une situation qui nous inquiète, nous référons au pédiatre par téléphone qui nous dit quoi faire à ce moment-là, et sans doute que vous devrez alors être revu par le pédiatre soit le jour même, soit le lendemain. Savoir que lorsque vous avez une sortie précoce avant le jour 2, il faudra voir un pédiatre dans les 5 à 10 jours en fonction donc du jour de sortie et de ce que le pédiatre vous aura dit lors de la sortie. Donc peut-être en prénatal, de déjà rechercher un pédiatre qui habiterait près de chez vous et d'essayer d'en trouver un pour voir si ce pédiatre pourrait s'occuper de vous une fois que vous êtes sorti de la maternité pour assurer le suivi de votre bébé. Mais vous avez la possibilité également donc d'avoir des rendez-vous ici à la clinique Saint-Pierre avec les pédiatres bien sûr. Malgré donc le coronavirus, ces consultations pédiatriques sont bien sûr maintenues. Les critères qui seront exigés par rapport à un retour à domicile précoce, il faudra que ce soit un bébé qui soit né après 38 semaines pour pouvoir avoir une sortie à J1 ou J2. Un bébé qui est né entre 37 et 38 semaines, généralement une sortie ne sera pas proposée avant le jour 3. Un bébé qui est né entre 35 et 37 semaines sera généralement une sortie qui sera prévue aux alentours du J4, J5, pas avant. Il faut également avoir un poids qui soit supérieur à 2,5 kg, pas de contre-indication médicale. Au niveau de sa température, qu'il n'y ait pas eu de problème d'hyperthermie chez votre bébé, qu'il ait au moins une fois émis son méconium. Donc le méconium, c'est la première selle de bébé qui se trouve dans le tube digestif de votre bébé, qui a une couleur noire, qui est assez collante et qui est donc une selle tout à fait normale. Il faudra, pour pouvoir sortir précocement, qu'on ait remarqué que votre bébé ait réussi à au moins une fois émettre ce méconium. Il faudra également observer au moins une miction chez votre bébé, donc il est au moins une fois fait pipi, que son alimentation soit suffisamment bien débutée, que l'on voit que vous êtes à l'aise avec l'alimentation et que l'on ait fait le dépistage de la jaunisse avec notre appareil, comme on a vu précédemment, le Billy Check, que ça soit pas un bébé qui soit à risque de faire une jaunisse évidemment à la maison. Donc ici, pourquoi une sortie précoce? Donc ce serait pour des mamans qui auraient décidé donc de vouloir rentrer à la maison avant le jour 2. Ce serait peut-être donc certaines paroles de maman, ça pourrait être plus vite disponible pour les autres enfants. Donc s'il y a déjà 2-3 enfants qui attendent à la maison, avec papa qui est seul à la maison, qui a un peu du mal à s'occuper de tout ce petit monde, ou pour se sentir également donc
plus entouré de ses proches par rapport, ici dans ce contexte-ci de coronavirus, forcément les visites, vous ne pourrez pas les avoir non plus à la maison, mais d'être dans vos habitudes, à la maison, d'être plus confortable avec votre mari, avec les enfants, pour retrouver sa maison, ses habitudes, etc. Au niveau de la collaboration, nous avons une collaboration donc avec les sages-femmes libérales. Donc, dans quel cas il y aurait cette collaboration-là avec les sages-femmes indépendantes? Ce serait donc lorsque vous habitez au-delà de la zone de l'hôpital, donc lorsque vous habitez au-delà des 20 km de l'hôpital. À ce moment-là, la sage-femme qui s'est occupée de vous à la maternité, lors du jour de votre sortie, prendra contact avec une sage-femme qui habite dans la région où vous êtes et prendra contact avec celle-ci pour voir s'il y a possibilité pour elle de continuer le suivi dès le lendemain de votre sortie de l'hôpital. Et donc, par ce contact, pourra donner aussi tout ce qui s'est passé, tout ce qui est bon à savoir pour elle, pour avoir une bonne prise en charge de comment s'est passé l'accouchement, le suivi à la maternité, etc. Cette collaboration avec les sages-femmes indépendantes peut être également là lorsque nous vous avons suivi avec la clinique Saint-Pierre au retour à domicile. Comme nous ne continuons pas au-delà de jour 5, si la situation le demande ou que la maman le souhaite, à ce moment-là, elle pourrait alors, la sage-femme qui s'occupe de vous, essayer de vous trouver une sage-femme indépendante qui habite dans votre région pour pouvoir continuer et prendre le relais au niveau de votre suivi. Une autre collaboration, ce serait donc pour les patientes qui seraient suivies donc en prénatal déjà par une sage-femme libérale. À ce moment-là, forcément, ce sera cette sage-femme-là qui vous suivra dès le retour à la maison. Et donc, ce ne sera pas l'équipe de la clinique Saint-Pierre du retour à domicile qui viendra à la maison dès le lendemain de votre sortie, mais bien votre sage-femme à vous. Savoir que les conditions financières sont différentes, c'est-à-dire que le remboursement mutuel, c'est la même chose, les totales. Mais par rapport aux frais de déplacement, ça ne sera pas un frais de déplacement forfaitaire comme à la clinique, mais ce sera en fonction du montant du kilomètre, mais ce sera en fonction aussi de la sage-femme qui vous suit, bien sûr. Si maintenant vous savez que vous habitez dans une zone au-delà des 20 km de la clinique Saint-Pierre d'Ottigny, je vous conseille alors d'aller sur le site internet sagefemme.be pour essayer de trouver donc déjà une sage-femme qui habite dans votre région, prendre contact avec elle et voir si elle pourrait assurer donc votre suivi en postnatal. Ici, c'est notre même petit loulou qui est rentré à la maison. On a fait une photo de ce petit loulou avec un sac de couchage beaucoup plus grand pour vous montrer l'importance d'avoir donc des habits qui soient évidemment à la bonne taille de votre enfant. Donc, parce que ici, dans ce grand sac de couchage, on imagine déjà qu'il y a beaucoup de fuite d'air et donc bébé finalement aurait plus de mal à maintenir sa température, mais aussi il pourrait risquer à ce moment-là d'avoir le col qui lui remonte au-dessus de la bouche et du nez et donc à ce moment-là de ne plus avoir une ventilation idéale pour pouvoir bien respirer. Donc ici nous voyons la collègue qui se rend au domicile et donc qui prend la température de votre bébé. Ici donc lors de la pesée, donc on essaye maintenant de les peser dans une couverture, donc ce qu'on appelle la pesée emballée pour que ça soit moins traumatisant pour elle, pour le bébé, et après évidemment on déduira le poids de la couverture bien sûr. Donc, il se peut aussi que nous devons donner la vitamine K, qui est une vitamine qui se donne le jour de la naissance de votre bébé et qui sera à répéter le jour du test de Guthrie et une fois par semaine par la suite pendant 5 semaines. Et donc, c'est une vitamine qui sera prescrite par le pédiatre le jour de votre sortie et il se peut qu'on la donne à la maison, comme ça on vous explique comment la lui donner. On est là également donc pour voir une mise au sein, voir comment ça se passe, de voir au niveau de la qualité de la tétée, de voir comment ça se passe aussi au niveau de votre ressenti, la bonne prise du sein de votre bébé.
Et donc généralement le gut-tri peut également se pratiquer à domicile et donc on le fera toujours lorsque bébé est au sein ou si c'est une alimentation artificielle, lorsque bébé est en train de boire le biberon, comme ça c'est beaucoup plus facile pour lui et généralement les bébés lorsque nous faisons cette prise de sang ne pleurent même pas tellement ils sont bien de téter, occupés à manger. Et ici on voit un papa qui est tout content d'avoir retrouvé son loulou à la maison. Et la grande sœur également d'avoir retrouvé également sa maman et son petit frère ou sa petite sœur. Voilà, c'est ici que se termine ce PowerPoint et de toute façon, on se reverra bientôt à la maternité ou à la maison. Bonne continuation. Bonjour, je m'appelle Catherine François et je suis infirmière à l'ONE rattachée à la maternité d'Ottigny. L'ONE, c'est l'Office de la naissance et de l'enfance. C'est un service d'accompagnement de la petite enfance. Ce service est public et dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est donc accessible à tous. Il est entièrement gratuit et s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans. C'est un service de prévention qui n'est pas destiné à soigner des enfants malades. Et c'est un service à la carte où l'on peut choisir les services auxquels on fait appel. L'ONE vous propose un programme qui s'appelle Naître et grandir, qui vous accompagnera de la grossesse jusqu'à ce que votre enfant ait atteint l'âge de 6 ans. À l'ONE, les professionnels qui vous accompagnent sont appelés partenaires enfants-parents. Ils peuvent vous rencontrer lors de soirées d'information, lors de rencontres sur rendez-vous pendant la grossesse, et cela peut avoir lieu soit à la maternité, soit à la consultation ONE de votre commune, soit à votre domicile. L'ONE vous rencontre également dans votre chambre à la maternité après votre accouchement. L'entretien périnatal ou prénatal permet de vous présenter toutes les offres de services de l'ONE, de vous donner les coordonnées de la partenaire enfant-parent de votre commune, ainsi que les coordonnées de la consultation ONE. Lors de cet entretien, on peut déjà préparer le retour à domicile, après le séjour en maternité. On peut également vous informer sur toutes les démarches administratives autour de la naissance, comme la prime de naissance, la reconnaissance anticipée, la déclaration de naissance, les allocations familiales, les congés liés à la naissance. Si vous souhaitez un rendez-vous en prénatal, vous pouvez me contacter Catherine François au 0477 62 40 63 ou ma collègue Stéphanie Delis au 0499 99 77 46 ou aller sur le site de votre commune. Vous trouverez certainement les coordonnées de l'ONE de votre commune. Lorsque le moment de la naissance sera arrivé, on vous rendra visite à la maternité. On pourra alors de nouveau vous informer sur l'ONE de votre commune, vous expliquer le carnet de santé que vous recevrez dès l'accouchement. Nous remplirons également un avis de naissance qui sera envoyé à la partenaire enfant-parent de votre commune. Et nous verrons ensemble le suivi que vous voulez mettre en place pour votre enfant. Voici une photo du carnet de santé de votre enfant. Ce carnet sera complété par tous les professionnels qui suivront votre enfant jusqu'à ses 18 ans. Vous y trouverez les vignettes pour obtenir les vaccins gratuitement, ainsi que les calendriers des vaccinations. N'hésitez pas à le lire entièrement, il est rempli de précieux conseils. Le suivi proposé par l'ONE. Après la naissance de votre enfant, il est tout d'abord composé de la visite à domicile de la partenaire enfant-parent de votre commune. Cette visite a généralement lieu après les visites de la sage-femme. En collaboration avec celle-ci, votre bébé sera alors pesé, on observera son évolution, on vous soutiendra dans la poursuite de votre allaitement maternel et on sera à l'écoute de tous les problèmes que vous pourrez rencontrer. L'ONE pourra répondre aussi à toutes vos questions concernant l'alimentation solide,
les pleurs de bébé, son sommeil, comment mettre des limites, quelles démarches administratives, qui consulter pour une aide plus spécifique. En même temps, l'ONE vous propose des consultations médicales gratuites sur rendez-vous qui ont lieu dans chaque commune. À ces consultations, votre enfant sera examiné par un médecin qui observera la bonne évolution de votre enfant au niveau du poids, de la taille et du développement psychomoteur. Il pratiquera la vaccination de votre enfant et il répondra à toutes les questions qui se présenteront au fil du temps. Ces consultations doivent rester préventives. Vous aurez donc besoin d'un pédiatre de référence ou médecin traitant lorsque votre enfant sera malade ou nécessitera des examens plus particuliers. Les rendez-vous en consultation ont lieu généralement tous les 15 jours, jusqu'à 2 mois. Ensuite, tous les mois, jusqu'à 6 mois, puis tous les 2 mois, jusqu'à 18 mois, et ensuite tous les 6 mois, voire 1 an. La vaccination débute à 2 mois pour se terminer à 6 ans, comme vous pouvez le voir sur le petit graphique. L'ONE organise également des activités qui ont lieu dans les locaux des consultations. Ces activités sont sur rendez-vous et gratuites. Ce sont principalement des massages bébés, des séances de portage, des réunions enfants-parents qui permettent le partage d'expériences, les échanges et qui évitent l'isolement. Il y a également des coins jeux, des coins lecture, des séances de psychomotricité, des séances d'éveil musical. Les activités peuvent un peu varier en fonction des communes. L'ONE a encore d'autres outils d'information. Ce sont des brochures qui permettent de vous informer sur de nombreux sujets en rapport avec la petite enfance. Ces brochures, vous pouvez les commander sur le site one.be ou les demander à la partenaire enfants-parents de votre commune. Elles sont entièrement gratuites. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site one.be ainsi que le site premierpas.be qui reprend tous les milieux d'accueil et de crèche à proximité de chez vous. L'ONE participe également aux émissions télévisées, Air de famille et organise régulièrement des campagnes thématiques. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de suivre le programme Naître et grandir de l'ONE. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.